Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova. Au programme de la musique, de la conversation et la version festaine d'une partie de chasse. Oui, bon, ce résumé aussi hasardeux qu'audacieux ne rend évidemment pas justice au film qui amène dans ce studio mon invité, mais au moins j'ai votre attention, car je sais qu'à 18h30, il vous arrive d'être dissipé. C'est un jeune comédien que j'ai le plaisir d'accueillir. Il irradiait déjà il y a 5 ans le film de François Ozon, été 85. Depuis, il a managé NTM dans Suprême d'Audrey Estrogo, séduit Cécile de France dans La Passagère d'Héloïse Péloquet, incarné un journaliste répondant au doux nom de Gilbert Raton dans Mon Crime, mais aussi Jean-Jacques, le fils de Virginie Fira, dans Rien à perdre de Delphine Deloger, un doublé et un grand écart en septembre dernier avec Ni chaîne ni maître de Simon Moutaïrou et Une vie rêvée de Morgane Simon. Il sera mercredi dans les salles obscures pour Le domaine de Giovanni Alloy. Bonjour Félix Lefebvre. Bonjour, et j'adore ce résumé. Je suis très content. Bah, pour le coup, c'est concis, mais en même temps dense. Presque touillé. J'ai omis quelques téléfilms, séries, mais Sébastien Marnier lors de la sortie. Mais absolument. Mais à part ça, ton premier film. Premier film de cinéma. Ouais. Est-ce que tu es stressé avant la sortie d'un film ? Ça dépend. En fait, je suis surtout stressé quand je le montre à mes parents, ma grand-mère, mon amoureuse, mes potes. Parce que je sais que comme on s'entend très bien et qu'il y a de la sincérité dans mes relations, s'il y a des choses que je vais me prendre dans la gueule, je vais me les prendre du coup. C'est le plus stressant, mais en même temps, après, j'ai des gens très bienveillants autour de moi. Mais après, moi, j'aime bien par contre quand le public découvre le film parce que c'est toujours intéressant et pour le coup, je le prends pas mal s'il y a des retours négatifs ou des choses dont les gens ne sont pas forcément à fond dedans. Donc, j'aime bien les retours surtout parce qu'il y a un côté plus simple et ça donne vie au film, quoi. Ça le rend concret. T'as un rapport apaisé à la critique. Plutôt, ouais. Après, si je vois, je déteste ce gars, tout ça, ou si c'est des trucs un peu personnels sur mon physique, c'est pas forcément le plus agréable non plus. Mais bon, je comprends aussi. Il y a une question rituelle dans cette émission. Quelle place prend la musique dans ton quotidien ? Alors, je sais que toi, tu pratiques, tu en fais. Ouais. Donc je pense à celle que tu écoutes plus que celle que tu fais. Donc la musique que j'écoute et la place, là j'ai découvert une nouvelle passion, c'est mettre du Chet Baker quand je cuisine avec le coucher de soleil. Ça c'est mon nouveau plaisir, c'est extraordinaire. En plus il a une sensibilité dans la voix et dans son soufflet de trompette. Et comme j'en ai joué un petit peu de la trompette pour Rien à perdre, je sais à quel point ce qui est difficile dans la trompette c'est d'être doux et d'être sensible. Donc j'aime bien ça, Chet Baker en ce moment. Ouais. Et celle que tu pratiques ? Le style ? Ouais. J'ai ouï dire plus funk R&B. Ouais, plus funk, soul, après un peu de jazz, mais jazz de quand même simple, parce que le jazz ça peut être très complexe, c'est plus pour mon père qui est musicien, je lui laisse. Mais un petit peu de tout, j'aime bien le R&B soul aussi, les Daniel César, les Humble the Great aussi, moins connus mais très sympa, je vous le recommande. Pour démarrer, j'ai choisi Busta Rhymes et Mariah Carey, on écoute I Know What You Want. Le score sur Radio Nova. Busta Rhymes, Mariah Carey sur Nova, I Know What You Want, et toujours en compagnie de Félix Lefebvre qui m'a dit c'est dans mes playlists. C'est dans ma playlist, c'est pas celle que j'écoute le plus, mais c'est dans ma playlist, donc bien joué. Pour l'instant, ça marche. On parle du film Le domaine de Giovanni Alloy qui sera dans les salles mercredi. Tu y es Damien, un étudiant un peu paumé, et on va dire que la situation va pas vraiment s'arranger. Les gens disent qu'il existe un point de non-retour, où les choses vont se passer parce qu'elles doivent se passer. Pour moi, c'était ce dimanche d'avril. Je saurais pas dire quand ça a vraiment commencé à foirer, mais je sais où. Ça te dit de faire un extra demain soir ? Un extra au domaine, alors officiellement un relais de chasse, dans la réalité le théâtre de battues de type illicite. Je veux pas trop en dire, en fait. Je sais pas si ça te va en l'état ou si tu veux que je précise des choses, mais... C'est pas évident parce que dès le début du film, il y a un élément important et en même temps, on n'a pas envie de le dire. Mais quand même, c'est un film autour d'un fait divers qui existait et qui, quand même,
autour d'une 80, fusillade, dans les années 80, de Bordeaux, ouais. Aux alentours de Bordeaux, des jeunes hommes qui se retrouvent dans une fusillade, et c'est des jeunes hommes et une jeune femme sans casier, sans prédisposition. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de signes alarmants avant. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un jeune gars lambda, Damien, et c'est vraiment toute la trajectoire de comment il va en arriver à se retrouver dans une fusillade et qu'est-ce qu'il va faire dedans aussi. Voilà, parce que c'est effectivement un garçon que rien ne prédestinait à côtoyer un milieu mafieux, et pourtant, en regardant le film, on se dit de fait que glisser, c'est à la portée de tous, pour peu qu'on soit dans une période où on se cherche. T'as eu cette impression-là aussi ? Et c'est ce qui me plaisait dans le film, c'est que j'ai l'impression que l'âge à partir de 20 ans, entre 20 et 25, peut-être 27, 28, je vois pour moi, pour mes amis autour de moi, c'est un âge assez dur, parce qu'on arrive concrètement dans l'âge adulte, on n'est plus des ados. Et en même temps, on est encore en construction, donc on sait pas forcément, on n'est pas encore stabilisé, que ce soit personnellement, professionnellement, financièrement, tout ça. Donc on peut se sentir un peu acculé par les responsabilités qui arrivent, qui sont nouvelles, et on peut vite se sentir perdu et être en train de se dire, mais en fait là, je vis pas la vie que j'ai envie de vivre. Moi, je sais que c'est des choses que j'observe autour de moi, qui me parlent beaucoup. Et ce Damien, il va avoir cette sensation de vouloir plus, mais à quel prix ? Et du coup, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, à vouloir vivre à tout prix en brûlant les deux bouts, on peut se retrouver justement confronté à l'inverse de ça et à quelque chose qui finit dramatiquement, quoi. Oui, parce que c'est pile poil l'âge où on est censé savoir ce qu'on va être, ce qu'on va faire. Et Damien, il est vraiment dans un flottement. Ouais, c'est ça. Enfin, je veux dire, ça fait 5 ans qu'on est sorti du lycée. On est censé quand même avoir fait des études, on a pu changer, mais là, il va falloir rentrer dans la vie professionnelle. Les parents, ils nous disent, fiston, t'as 23, 24, 25, maintenant, dégage. Faut nous laisser, monsieur, maintenant. Faut vous nous allez laisser libérer maintenant, cette chambre. sinon tu vas, aux yeux de la société, être étrange. Et donc, il y a une pression, je sens particulière. Moi, je le vois dans les jeunes autour de moi. Mais au final, je pense que la pression, on se la met... Et faut prendre son temps, faut prendre son rythme, mais quand on est influençable comme Damien et comme beaucoup finalement, c'est plus on est perdu, je pense plus on est influençable, et c'est là où les requins peuvent arriver et nous traîner dans leur boue. Ce que fait très bien Patrick D'Assumpção avec le personnage de Mallory. Parce que c'est ça, je parle de milieu mafieux, faut préciser quand même qu'il y a un gap énorme entre ce que ces malfrats, donc en l'occurrence Patrick D'Assumpção et Raphaël Thierry, pensent incarner, c'est-à-dire des espèces de voyous grandioses, et leur réalité qui est vraiment extrêmement crapoteuse. En ce sens, je trouve que le titre est hyper intéressant. Le domaine, ça renvoie à une forme de noblesse peuplée de châtelains, etc. Mais ceux qui fréquentent le domaine sont tous affreux, sales et méchants, et ce, quel que soit leur milieu. Ouais, mais c'est ça que j'adore dans le film, c'est que vraiment, c'est des gars, je pense que dans leur tête, si tu vas dans leur point de vue, parce qu'on est du point de vue de Damien, mais si tu rentrais dans leur point de vue, ça serait un film de Scorsese. Ça serait vraiment... eux se voient comme ça. Eux, ils se disent, je suis Robert De Niro, je suis Al Pacino dans Scarface. Et en fait, comme on est du point de vue de Damien qui les observe pour ce qu'ils sont réellement, tu vois un petit peu, mais des gros poissons, mais dans des petites mares, vraiment. Et ils sont ridicules. Et en même temps, ils ont du pouvoir, mais on a envie de dire aussi, mais... Rends-toi compte que ce gars-là, en réalité, n'a pas de pouvoir, mais ça qui est troublant, c'est que on rentre vite dans une bulle et on se fait vite avoir et on se dit vite qu'en fait, on n'a plus le choix. Alors qu'il a toujours le choix, Damien, mais il se retrouve dans une situation, il a la sensation d'être bloqué, d'être enfermé. Ouais. On continue de parler du domaine dans un instant. On écoutera aussi Nerd avec Tape You, ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. Nerd sur Nova avec Tape You, et on parle du film Le Domaine de Giovanni Aloi qui sera dans les salles demain, et on en parle avec Félix Lefebvre. Il y a une forme d'inconscience chez le personnage que tu incarnes, Damien. Il dit, il y a un moment qui m'a marqué, moi en fait, il y a un moment où il discute avec une des jeunes femmes qui gravitent autour du domaine, et il lui dit « J'ai pas envie d'être un gentil ». On sent que c'est aussi un personnage qui est imprégné d'une mythologie qui est un poil trop virile. C'est comme ça que tu te l'es raconté aussi ? Alors, pour l'anecdote, cette phrase-là n'était pas dans le scénario. Un petit ajout perso ? Un petit ajout perso, parce que je me disais, j'ai pas envie d'être un... Non, en fait, je sentais que... Donc, plus j'essayais de comprendre Damien et de me mettre à sa place, plus ce que je comprenais, c'était ça, c'est qu'il avait cette vision-là d'une virilité que lui devait remplir. Mais c'est ça qui était intéressant, parce qu'il y avait un paradoxe dans ce personnage, c'est que
il n'a pas cette sensibilité. Il a plus de sensibilité. Dès qu'il, lui, quand il regarde ces jeunes femmes, il est jamais à les objectifier et il est jamais à vouloir les utiliser. Au contraire, j'ai l'impression qu'il y a toujours un regard quand même empathique envers elles. Mais il a l'impression comme si c'était un défaut qu'il avait. Et donc, quand cette jeune femme lui dit « T'es un gentil, toi ?» Lui se dit ouais, mais j'ai pas envie d'être un gentil parce que je vois bien que ça n'amène pas ce que je pense qu'il me faut. Donc c'est-à-dire l'argent, les femmes, le succès. Et donc c'était un. Et puis moi je sais qu'après aussi c'était un truc qui personnellement me parlait parce que j'ai l'impression quand même que quand on avance, enfin il y a cet âge, je pense, on a 16, 17, 18, on est encore en train de changer. Donc on se dit je peux tout être. Et puis après on arrive à peu près à l'âge où physiquement on arrive à ce qu'on est à peu près adulte, donc on se dit je suis ça, et après donc on voit ce qu'on est et on se dit mais du coup c'est à dire que je pourrais pas trop être ça, et moi j'ai quand même cette chose là où j'ai l'impression que naturellement je fais pas trop peur, quoi. Je veux dire, j'ai pas l'air d'être un méchant. En tout cas, j'espère que là je te fais pas peur. Là dans la vie de tous les jours, mais là pour le coup dans ce film là, moi c'est la première fois où je vois chez toi cette forme de douceur juvénile, et il y a un moment de basculement où Damien, donc celui que t'incarnes, devient un peu inquiétant, y compris physiquement. C'était le but aussi, c'était pour ça que le rôle était intéressant pour moi. Mais c'est lui qui avait envie de ça. Ouais. Et du coup, il le concrétise. Et moi aussi, ce qui était intéressant pour moi, c'était qu'en tant qu'acteur, j'avais aussi ce désir-là. Ouais. Donc ça se mêlait. Alors moi, c'était plus dans un personnage, et lui, c'est dans la vie. Donc c'est quand même pas les mêmes enjeux. Hein. Moi, je me retrouve pas. Non, je vais pas spoiler. Mais à deux doigts. Mais voilà, donc en tout cas cette phrase-là, elle recentrait un peu quand même ce personnage. Mais c'est rigolo parce que de fait, on le sent coincé entre deux mythologies, celle du gangster et celle du chevalier blanc. Exactement. Il est pile poil à cet endroit-là. On l'a entendu dans la bande-annonce, c'est toi, c'est ton personnage en tout cas qui assure la voix off. Alors c'est pas une première parce que dans mon souvenir, dans l'été 85, c'était toi aussi. Vrai, ouais. Est-ce que ça te permet une entrée ou en tout cas une exploitation différente de la psychologie du personnage ? C'est sûr que quand on a la voix off, c'est quand même assez indicateur sur notre personnage et ce qu'il pense. Mais moi, je me suis dit, ce qui est intéressant, c'est que du coup, là, il va expliquer quand même ce qu'il ressent. Et du coup, si moi, dans la voix off, je commence à dire, je dis n'importe quoi, je te regarde et je me dis que tu m'énerves, par exemple, et que moi, du coup, je joue la même chose, donc je joue que tu m'énerves, c'est chiant, quoi. Je veux dire, pas que ce soit redondant. Ouais. Du coup, ça me permettait de me dire peut-être que je peux jouer deux choses différentes. Du coup, si je te regarde en te souriant et en même temps on entend, je me disais que tu m'énerves, c'est plus intéressant. Bien sûr. Du coup, je l'ai plus pris comme ça. Je me suis dit tout ce que je vais dire à la voix off, c'est tout ce que j'ai pas besoin de jouer. Je me suis un peu dit ça. Après, c'est quand même aussi une forme de narration aussi qui raconte le film et qui lit le film. Et du coup, on est vraiment dans sa tête, dans son point de vue. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça prend parfois même la forme de souvenirs, de rêves. Ouais. Et on ne sait pas ce qui est réel. Et lui, il y a un moment très intéressant dans la voix off où il a raconté en fait tout ce qui s'est passé. Et d'un coup, il dit, mais en fait, je sais même plus si c'est vraiment passé ça. Du coup, ce qu'on vient de voir est remis en question. Et on se dit, en fait, on ne sait pas, la frontière entre souvenir et réalité est troublée. Et d'un coup, ça devient intéressant, je trouve. Est-ce que toi, tu as besoin d'inventer à tes personnages une vie hors écran pour être à l'aise avec eux ? Honnêtement, c'est plus facile parce qu'en fait, de toute façon, le seul but quand même quand on prépare, c'est quand même d'y croire soi-même, de se dire je vais avoir une foi dans ce que je suis et ce que je vais être, et du coup se raconter quand même un petit peu son enfance, pourquoi il est devenu comme ça, son trajet, et du coup de savoir si demain tu me dis à 13 ans où est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il faisait. De savoir ça permet d'avoir une sorte de confiance en soi, je connais ce personnage, je peux l'incarner parce que je l'ai. Alors que si, moi je pense que j'ai pas assez confiance en moi en tant qu'acteur pour arriver et me dire j'ai juste appris le texte et je vais le faire et ça va bien se passer. Moi j'ai quand même besoin de bien préparer, de sentir que j'ai créé quelque chose. Et je note au passage que les réalisateurs aiment bien te voir danser a priori. C'est vrai, c'est quoi ? Parce qu'il y a été celui-là, 85, été 85, et il y en a un autre. Deux séquences c'est parce que les séquences sont marquantes en fait. Ah ouais. Et alors là, ce qui était marrant, c'est des séquences pivots. Ouais, c'est vrai que pour les deux, c'était des séquences importantes. Et pour celle-là, ce qui était marrant, c'est qu'il n'y avait pas de choré. Ouais. C'était à 4h du mat, je venais de planter la voiture du tournage
qui était en plus une voiture des années 70 où on m'avait dit fais attention, celle-là elle est collector, elle n'existe plus. Ouais. Sauf que l'ingé son, il voulait pas le bruit de la ventilation et du coup il me dit enlève-le comme ça on entend bien tes dialogues. Sauf que forcément il y a de l'abus au bout d'un moment, donc je suis rentré dans une rambarde. Désolé pour la voiture, elle a été réparée et donc on se retrouve à 4h du mat, 3h sup déjà à faire cette danse sans musique en plus. Ah évidemment, parce que là, c'est le principe de la danse. C'est pas de musique, pas de choré, 4h du mat, tout le monde tendu, mais c'était beau et c'était un beau moment. Au final, c'est une très belle séquence du film, je précise. Nouvelle pause musicale, on écoute The Cure avec In Between Days. Ah. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. The Cure sur Nova, In Between Days, le titre qui sonne le moment retour sur parcours de Félix Lefebvre, évidemment, parce que c'est une des chansons qu'on entendait dans Été 85. 2020, la révélation, premier grand rôle dans ce film de François Ozon. C'était avant-hier pour moi, mais est-ce que toi, ça te semble déjà loin ? Franchement, j'ai une double sensation. J'ai l'impression que c'était hier et en même temps, j'ai l'impression que c'est notre vie. Ouais. Je sais pas, c'est très... En fait, comme j'ai pas vu le film depuis 5 ans en plus, je l'ai vu à la sortie, mais je l'ai pas revu depuis. J'aimerais bien le revoir un jour pour savoir si ça me paraît loin ou pas. Mais je pense que j'ai quand même pas mal changé. Le film t'a valu le prix Lumière avec Benjamin Voisin, une nomination au César, catégorie Espoir, et ton parrain, c'était... C'était pas Benoît Magimel ? Non, ça c'était pour Rien à perdre. C'était pour Rien à perdre, c'était la deuxième fois. Ouais. Je pensais c'était Benjamin Laverne la première fois. Ouais. Benoît Magimel que tu as retrouvé ensuite comme partenaire, cette fois, dans Ni chaîne ni maître. Mais on avait déjà tourné Ni chaîne ni maître. C'est aussi pour ça que j'ai pensé à lui. Ah, ok. Que j'ai pensé à lui, qu'il me faisait rire, que je l'adorais, que je l'admirais en tant qu'acteur. Et je me suis dit, s'il veut bien faire le parrain, pour moi, ça serait extraordinaire. C'est une démarche particulière quand on est un jeune comédien d'aller chercher un parrainage ? Ouais, et en même temps, c'est un peu on dirait tu préfères, c'est incroyable, quoi. On dirait que t'as un génie qui sort et tu dis, tu peux passer une soirée avec un gars du cinéma, qui tu veux, dis un nom et on le contacte. C'est quand même, c'est un peu un vœu, quoi. Donc j'étais très content de faire ça avec Benoît et Benjamin. Est-ce que l'un et l'autre t'ont donné des conseils ? Ouais. Alors, désolé Benjamin, mais comme c'est il y a plus longtemps, je m'en souviens moins, peut-être. Et Benjamin, il ne donnait pas trop de conseils, il était très sympa, c'était plus relation amicale, donc c'était très sympa. Mais Benoît, il était un peu tonton, mais bon, dans le bon sens du terme. Ouais. Et il m'avait dit justement cette chose-là qui est très intéressante, qui était, si tu as une émotion dans le texte qui est clair, ne joue jamais cette émotion. Donc, par exemple, pour donner un exemple concret, si dans ton texte... Alors, c'est son conseil. Mais comme il n'est pas mauvais, ça peut beaucoup l'écouter. C'est vraiment un des meilleurs. Ouais. C'est pour ça que moi, tout ce qu'il me disait, je le retenais très, 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 très bien dans ma tête. Si, par exemple, moi, je te dis... ma mère est malade, je pense qu'elle va mourir. Donc, c'est très triste comme phrase, quand même. Il me disait, joue pas la tristesse, joue tout sauf ça. Joue autre chose, ça sera plus intéressant, ça sera plus humain. Et il a raison, je crois. Ouais. Bon conseil. Ouais. Parmi les partenaires croisés et recroisés, j'ai noté aussi Valeria Bruni-Tedeschi. Ouais. Été 85, Une vie rêvée, de Morgane Simon. Est-ce que ça change quelque chose ? Tu vois ce que je veux dire, d'avoir joué et de rejouer quelqu'un. Alors là, les enjeux étaient très différents parce que c'était pas du tout le même rôle. Dans un des films, elle est ta mère. Dans l'autre film, elle est la mère de Benjamin Voisin. Ouais. Ça change. En fait, c'est vraiment très différent parce que on n'avait pas du tout le même rapport sur Été 85. Elle avait 3-4 jours de tournage. Elle était venue, elle était dans une sorte de tornade qui était son personnage. Et il n'y avait pas eu la rencontre qui s'était faite autant que sur Une vie rêvée, où on était face à face. C'était que du jeu presque en huis clos comme du théâtre pendant plusieurs semaines, avec des enjeux, énormément de scènes, un rapport, en fait, beaucoup de choses tenaient sur cette relation. Donc j'ai eu la sensation de la découvrir, d'apprendre énormément d'elle, et j'ai chopé beaucoup de choses qui m'intéressaient et qui m'inspiraient, vraiment sur le tournage d'Une vie rêvée. Et sur Été 85, j'étais plus distant, et comme c'était mon premier aussi vraiment film, j'étais plus en survie que là à me dire tiens, je vais observer un peu comment elle fait, quoi. J'étais plus dans un truc de survie. Et puisque j'en suis à relever les occurrences, il y a un doublon Ozon, je l'ai précisé, tu étais aussi à l'affiche de Mon crime, mais je précise que ce sont des motifs récurrents, pas du tout des répétitions, parce que toi t'as l'angoisse de la redite. L'angoisse, j'ai plutôt l'ennui
de la redite. Mais ce qui peut aller avec. Ça peut aller avec. C'est-à-dire que j'ai la sensation que pour quand même que je puisse être intéressant à l'écran en faisant un personnage, il faut que moi-même je m'intéresse un minimum dans ce que je fais. Donc faut que je me surprenne moi-même un petit peu. Et pour ça, si j'ai la sensation de faire quelque chose que j'ai déjà fait, j'ai vite une sensation de tricher. Du coup, je me dis, mais en fait, là, j'ai l'impression du coup de rentrer dans des mécanismes. Oui. Et j'essaye d'échapper à ça tout le temps. Et ça m'est arrivé parfois de commencer à travailler des personnages et de sentir vraiment une énergie similaire à un autre rôle. Et d'un coup, ça m'angoissait un peu. Je me dis, mais en fait, du coup, c'est des réflexes, c'est des sortes d'habitudes d'acteur. Donc j'ai envie de sortir de ça et de créer vraiment... parce que deux mecs timides, il y en a des milliards de mecs timides, mais qui sont pas du tout les mêmes personnes. Donc je me suis dit, si c'est la même chose, c'est que c'est moi qui impose ça au personnage. Et j'ai envie que ce soit le personnage qui me guide. Ouais. On continue de parler de ton parcours dans un instant. On écoute pour l'instant NTM, Come Again. Le score sur Radio Nova. NTM sur Nova, Come Again pour que ça sonne funk, un titre choisi pour Félix Lefebvre, puisqu'il a été Sébastien Farran, évidemment, dans Suprême d'Audrey Estrogo. Est-ce que jouer un personnage existant réellement, c'est aborder le rôle différemment pour toi ? Ou tant qu'il est loin de toi, ça te va ? Je pense que c'était une expérience assez singulière pour Sébastien Farran, parce que contrairement à si tu joues quelqu'un qui a existé, qui a été énormément médiatisé, il y a beaucoup d'archives sur lui, tu t'en inspires forcément beaucoup plus. Moi, il y avait peu de vidéos de Sébastien Farran, très peu. Ouais. Alors que c'est un mec très connu, mais il est resté surtout jeune en fait. Il y en avait plein, mais de lui plus tard. Et je me disais, je pense quand même qu'il a changé. Je voyais que quand t'as 18-19 ans, t'as pas la même énergie. Donc ce que j'ai fait, je me souviens que je voulais le voir. Et puis au final, je le travaille. J'ai eu Joe Star quand même au téléphone qui m'en a parlé, mais je le prenais avec des pincettes parce que je sais qu'ils s'entendent pas très bien. Donc je me disais, attention à ce que... Non, mais attention à ce qu'il essayait pas. Mais il était assez honnête. Il m'a pas du tout dépeint un personnage. J'ai l'impression vraiment qu'il le dépeignait de façon sincère. Et moi, du coup, ça m'a aidé, tout ça. J'ai les quelques vidéos, mais ça restait un personnage dans un film de fiction. Donc, on est toujours quand même dans une part de création. Après, si demain, on fait quelqu'un qui est très, très connu, que tout le monde connaît, que le public a identifié, on est obligé de se coller encore plus, je pense, à l'image de la personnalité. Tu as fréquenté des époques différentes, les années 80, les années 90, les années 30, 1759. Ouais. Est-ce que ça, c'est pareil ? Ça permet que ça reste très loin de toi et que de fait, les enjeux de comédie soient plus intéressants ? Honnêtement, entre 90 et 80, on est moins loin quand même que 1750. C'est-à-dire qu'on arrive en 1700... mais t'étais quand même pas là, on va pas mentir. Non, mais j'étais pas là, mais ça revient à la mode. Oui. Les façons de parler, parfois, sont pas si différentes. Les phrases, quand on les lit, on pourrait les dire soi-même. Alors que 1750, ni chaîne ni maître, là, c'est un film, c'est un personnage... C'est un rythme différent. Ouais, c'est un rythme différent. Et d'ailleurs, je me souviens très bien que c'était une des premières fois de ma vie où je me suis dit, là, j'ai l'impression d'arriver dans l'image qu'on peut avoir du cinéma. C'est-à-dire que je prends l'avion pour arriver à l'île Maurice... Je me retrouve au milieu d'une grande forêt avec de la végétation que je ne reconnais pas, de la fumée partout qu'ils avaient foutu. Je me mets sur un cheval, sur un costume d'époque. Là, tu te dis, là, je sais pas où je suis, mais j'ai l'impression d'être dans une capsule temporelle ailleurs. Et ça, c'est hyper excitant, mais moi, j'aime un peu tout. En réalité, c'est plus la profondeur de ce qui est raconté humainement qui m'intéresse. Et après, le reste, c'est... le reste après c'est de la forme. T'as aussi donné la réplique à deux comédiennes dont je t'ai entendu vanter les indiscutables qualités, Virginie Efira avec qui t'as tourné Rien à perdre et Cécile de France avec qui t'as partagé l'affiche de La Passagère. T'en gardes un souvenir particulier ? Ouais, c'est deux très très grandes actrices, tellement différentes. En plus, ça qui est intéressant, c'est de voir des chemins différents pour arriver à un résultat gracieux comme ça. Cécile, c'est quelqu'un d'extraordinaire, humainement, professionnellement. Elle peut tout faire, elle peut tout jouer. Elle est tellement gentille, tellement simple, tellement dans un rapport humain, et c'est extraordinaire. Moi, je suis un grand, grand fan de Cécile. Et Virginie, c'est
une professionnelle impressionnante. Il y avait Delphine Delogé disait qu'elle avait ce côté un peu à la Gena Rowlands où elle peut surtout dans le film que j'ai fait avec elle, où elle peut sortir, tu sais pas où elle va, tu sais pas jusqu'où ça va, mais les deux en fait, ça qui est beau, c'est que quand on a la chance d'avoir un partenaire qui est tellement inspiré, tellement à la maîtrise de son art comme ça en face de soi, ça fait 95% du travail. Après nous on a juste à écouter quoi. Ta modestie t'honore. Comédien, c'est par essence un métier qui dépend du désir des autres. Comment est-ce que toi tu le gères ? Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où j'en ai un peu ras-le-bol et il y a des périodes où je l'accepte, mais plus le temps passe, plus quand même je me suis détendu. Je pense que c'est pas tant le désir des autres, parce que moi je me suis mis des œillères un peu, et quand j'ai des refus, des trucs, je me dis pas qu'on me désire pas moi, je le prends pas comme ça, sinon je pense que tu le vivrais très mal. Mais le plus compliqué, c'est de pas rentrer dans quelque chose où tout le monde essaye de te foutre, c'est-à-dire la comparaison. C'est-à-dire on dit ah mais ça tu l'avais passé toi, ah c'est lui qui fait ça, et alors, et si ça. Et en fait c'est vraiment, je vois qu'il y a beaucoup de choses où on essaye de comparer vite, et donc de pas rentrer là-dedans. Moi vraiment je me suis sorti de ça, et c'est ça qui me fait du bien. Et après aussi d'être moteur de projets personnels, ça fait du bien aussi, de pas être uniquement en attente qu'on t'engage, mais de se dire bon bah là maintenant j'ai aussi envie d'être initiateur de projets. Voilà. D'où la musique. Ça peut être dans la musique. Après la musique c'est plus personnel pour l'instant, mais ça peut être parler de projets à des réalisateurs avec qui on a envie de travailler ou qu'on connaît déjà, ou pourquoi pas plus tard réaliser aussi. Oui, j'ai cru comprendre que ça faisait partie peut-être des projets plus ou moins imminents. On verra. On marque une courte pause, on revient tout de suite après. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Toujours en compagnie de Félix Lefebvre, on parle de ton parcours et je me demandais quel genre de rapport tu entretenais avec tes personnages une fois le film terminé. Ça dépend. Je sais qu'au tout début, j'avais ce truc-là où j'avais du mal à sortir du rôle tout de suite. Je me souviens très bien du film de Guillaume Grélardon où je jouais un peu un mec qui était très très, qui parlait très mal, qui a une crête, qui se prenait pour un petit caïd et tout. Et en sortant du tournage, à un moment, je commence à parler mal à côté de ma mère. Elle me dit oh tu fais quoi là, c'est le tournage, il est terminé. Ouais. Et donc je me suis dit, ah oui, c'est vrai que là en fait j'étais encore dans mon délire. Et maintenant, une fois que le film est terminé, je le dissocie de moi. Et du coup, une fois que c'est dissocié, j'ai plus d'amour pour les personnages, parce qu'il y a j'étais en train de le traverser, et après je dis bon bah c'est fait, maintenant c'est quelqu'un d'autre. Et j'ai beaucoup d'amour, et particulièrement aussi pour Jean-Jacques, parce que Jean-Jacques, j'ai le personnage de Rien à perdre. De Rien à perdre, ouais, parce que comme j'ai changé un peu de corps pour ce film, du coup ça m'a fait une grosse dissociation, et j'ai eu l'impression vraiment que c'était quelqu'un d'autre. Ouais. Et donc j'ai encore plus d'empathie. C'est un personnage pour lequel tu avais pris pas mal de poids. Ouais, j'ai pris 20 kilos pour le film, et du coup il y a un truc où on change physiquement, on se reconnaît à peine. Mais ça crée comme si vraiment on chérit ce petit jeune homme, et on l'aime, et parfois j'aimerais bien le voir et discuter avec lui, quoi. Parfois j'ai envie de lui parler, lui demander comment il va, et je le vois dans certaines personnes, mais ouais. Alors puisqu'on parle de rôle à transformation, j'ai une voix à te faire écouter. Ladies and gentlemen, I've traveled over half our state to be here tonight. I couldn't get away sooner because my new well was coming in at Coyote Hills and I had to see about it. Ladies and gentlemen, if I say I'm an oil man, you will agree. I'm a family man. Daniel Day-Lewis, There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson, sorti en 2007. J'ai cru comprendre qu'il faisait partie des comédiens qui t'inspiraient. Info ou intox? Info. J'aurais adoré que tu me dises intox. Je déteste Daniel Day-Lewis. Je ne connais tout personne. Ce que je déteste. Non, c'est vraiment tout ce que je déteste. Non, mec devient imbuvable au bout de 30 minutes d'émission. Non, c'est nul. Il est pas bon. Et mauvais en plus, il en fait des caisses. Non, franchement, c'est... En fait, There Will Be Blood particulièrement, quand j'ai découvert le film, j'ai eu ce choc que j'ai très peu de fois, artistiquement, où je me suis dit, en fait, on peut carrément
aller jusque-là. Ouais. Donc ça existe, en fait, c'est presque comme si je redécouvrais le métier d'acteur. Je me disais, mais en fait, acteur, ça peut aller aussi loin que ça. Après, il y a quelque chose quand même de divin chez lui, presque, de sacré, mais presque trop, parce que t'as l'impression que ça le détruit lui-même. Donc, c'est à se demander, quoi. Je veux dire. Je crois qu'il prend des grandes pauses, surtout. Il fait des pauses de 12 ans, quoi, le gars. Mais bon, apparemment, il va tourner dans le film de son fils, là. Mais c'est quand même, c'est un peu une sorte d'idéal pour moi. C'est en fait mon rêve, pour être tout à fait honnête. Ça serait un jour d'avoir un rôle qui me permet de me dire, en fait, pendant peut-être, disons 2 ans, je ne prépare que ce personnage, je ne fais rien d'autre. Et je fais une expérience immersive. Mais c'est même pas tant pour le résultat, c'est aussi pour comme une expérience de vie. Ça permet, je pense, réellement d'avoir la sensation de vivre plusieurs vies, je pense. Si on se met profondément dans la peau de quelqu'un d'autre, à la fin, on en ressort, je pense, vraiment grandi. Et c'est une expérience même pour l'acteur, en fait. Pas tant pour le résultat, forcément. Le résultat, après, je pense que ça se sent. On sent que l'acteur, il triche pas. Mais ouais, franchement, goal, c'est d'avoir 2 ans. Et on me dit, bon, bah là, t'as 2 ans de préparation. Le rôle en vaut la peine. Tu prépares pendant 2 ans. Tu rentres dans la peau de ce gars et... bon, je vais pas le faire à chaque film, mais 1 fois ou 2 fois, j'aimerais bien. Ouais, mais t'aurais pas l'impression de te mettre sur pause ? Ou peut-être de rater des choses par ailleurs. Enfin, je sais que t'es dans un métier où il y a ces enjeux-là de dire, ça veut dire que je vais dire non à plein de trucs. Et, mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on est dans un truc où il faut toujours donner du contenu, à l'image des réseaux, où en fait, il faut tout le temps être d'actualité. Sinon, on va plus exister et on va perdre ce qu'on a commencé à construire. Moi, en vrai, j'en ai rien à foutre. Si demain, désolé, mais si demain, il y a un rôle qui en vaut la peine et que je peux me plonger dedans pendant plusieurs années, peut-être 2 ans, allez, pas plus, 1 an et demi, même 1 an, ça suffit même peut-être. Bah, j'ai envie de vivre ça, en fait. J'ai envie de l'essayer. Si je te demande le premier réalisateur, la première réalisatrice, premier comédien, première comédienne qui t'a donné envie de faire ce métier, le déclic. Oh, waouh. Je pense que c'est atroce, j'ai plus son nom en tête, mais je vais le retrouver. C'est quand je suis allé voir, je pense que j'avais 13 ans, donc j'étais assez jeune et c'était la première fois que je voyais un truc choquant comme ça. C'était le Hamlet, c'était mis en scène par Ostermeyer et c'était l'acteur qui jouait Hamlet. Est-ce que tu peux me retrouver son nom? C'est un acteur, c'est un mec totalement fou. Comment il s'appelle? C'est Lars, je crois. Lars. Ah, mais oui, comme ça on est en différent, on va pouvoir couper. Oui, je vais bien sûr. Ah, non, je vais pas te laisser en... Ah, super. Bon, bah, je pourrais reprendre la phrase alors. Attends que je te le trouve. Attends. Alors, c'est marrant parce qu'ils mettent tous Ostermeyer, il y en a pas un qui met le comédien. Attends, je vais trouver. Désolé, je vous fais perdre 1 minute. Non, tout va bien. Lars Eidinger. C'est ça. En fait, donc voilà. Je pense, donc j'avais 13 ans et c'était le Hamlet de Lars Eidinger dans la mise en scène d'Ostermeyer. En fait, c'était surtout de voir pour la première fois de ma vie qu'un acteur pouvait prendre le pouvoir et rentrer dans quelque chose qui sortait d'une forme de service du texte. Il était plus là, carrément. Il commençait à parler au public, tu sentais qu'il était dans un endroit sauvage et totalement impulsif, qui moi m'a fasciné, qui m'a fait un peu peur même, parce que t'as l'impression qu'il pouvait attaquer le public, quoi, le mec. Mais il était dans une forme de folie et moi je me suis dit, mais en fait ça peut être autre chose. Donc c'était un des autres chocs avec celui de Daniel Day-Lewis. Et puis après, il y en a plein qui ont été inspirants, mais ça confirmait en fait l'envie. Mais après, le vrai, ce qui m'a donné vraiment envie d'être acteur, c'est vraiment le jeu, c'est vraiment la scène, c'est vraiment être sur scène. C'est pas tant en regardant quelqu'un. Ça, c'était plus de l'inspiration pour continuer, pour me dire en fait, je peux aller loin, peut-être. C'est la pratique qui t'a donné envie de le faire. C'est vraiment quand je l'ai fait que j'ai aimé ça, quoi. Que j'ai des bonnes sensations, j'ai aimé. Dernier titre choisi par mes soins avant de te laisser le choix dans la playlist de Nova. On écoute Justice et Tame Impala avec Neverender. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. Justice et Tame Impala sur Nova avec Neverender et toujours en compagnie de Félix Lefebvre. Dans un instant, on va écouter ta playlist, mais juste avant, il y a une épreuve.
je ne te le cache pas, un questionnaire sur la musique. Qui est lié à tes souvenirs, qui n'est pas du tout un questionnaire de culture G. Ouais, tes souvenirs de musique, l'idée c'est de répondre du tac au tac dans la mesure du possible, et moi j'ai pas le droit de revenir sur tes réponses. Ok. Et de les juger. Ok. C'est faux. J'ai peur. Je le ferai quand même. Je comprends, je vois que tu es quelqu'un qui juge. Ouais, ça se voit. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la tienne ? Suite lutte de Sébastien Bach en si mineur. Voilà. Très bien. Très précis, mais c'est parce que mon père jouait tout le temps cette chanson quand je me réveillais le matin. Le titre de ton adolescence ? Section d'assaut, désolé. Ton hit de karaoké ? Vivo Perley. Ah ouais, monsieur est ambitieux. Bah ouais, et je l'ai fait d'ailleurs la dernière fois là, quand j'étais au Festival de Reims, c'était une catastrophe. C'était horrible. C'est un duo, on est d'accord ? Ouais, je l'ai fait avec Giovanni, le réalisateur justement du film. On l'a chanté à deux, on a une vidéo. C'est atroce, c'est horrible. Tout le monde autour est bouche bée d'effroi. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists ? La chanson d'Amel Bent, comment elle s'appelle ? Le droit à l'erreur d'Amel Bent. Je suis surprise, effectivement. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse ? Goodbye Stranger de Supertramp. Ouais. Et le titre qui t'en fait immédiatement sortir ? Je pense Confession nocturne, La flemme. Tu fais ni Diams ni Vita, c'est ça, tu choisis tes duos. Non, mais en fait, j'ai la flemme, quoi. Je sais, les gens, ils connaissent par cœur les paroles, ils vont faire leur truc, leur karaoké. Moi, j'aime bien, je la regarde, je m'assois, Elle je la regarde, s'appelle Andy, fille de la nuit. Voilà, mais j'ai pas de souci avec cette chanson, juste, c'est sans moi. Tu ne danses pas. Ta chanson de comédie musicale préférée, que ce soit sur scène ou au cinéma ? C'est quoi ? C'est pas une chanson de comédie musicale, mais un moment de chanson dans un film musical. Ouais. Et je vais faire un petit dédicace du coup à François dans 8 femmes quand il y a la chanson Pour ne pas vivre seul. Voilà. Dédicace à François Ozon. Voilà. Dans 8 femmes. Le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours ? Récemment, j'ai beaucoup écouté Lauryn Hill, Peace of Mind, la version acoustique extraordinaire, je vous le conseille. Très bien. Ouais. Et la question pénible, la chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête ? De la tête souvent, en plus, c'est des chansons qu'on n'aime pas, qui restent dans notre tête. Évidemment. C'est ça qui est terrible. Hein. L'inégalable Baby de Justin Bieber. Ah ouais, ça c'est dur. Ah oui, ça tu revient vois, bien parce là. En fait, ça fait plus de 10 ans et c'est extrêmement lancinant et comme le texte est très facile. Ouais, c'est ça. Et puis je n'ai jamais mis play moi-même sur cette chanson et pourtant elle a été beaucoup dans ma tête. Donc c'est vraiment involontaire quoi. Eh bien, pour ce earworm, je ne te remercie pas, Félix Lefebvre, car je vais l'avoir pendant toute la soirée. Je rappelle que Le Domaine, le film de Giovanni Aloi, ce sera dans les salles demain. Et on passe à ta playlist. Pour démarrer, tu as choisi Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Pourquoi ce titre ? Parce que Amy Winehouse, c'est, je pense, une de mes chanteuses préférées. Que c'est une femme au destin tragique, mais qui est inspirante en fait, je pense pour beaucoup et qui est quand même qui m'a inspiré. Moi, j'ai beaucoup chanté ces chansons avec mon père aussi, donc voilà. Le score sur Radio Nova. Love and Happiness, c'est signé Al Green et c'est dans la playlist de Félix Lefebvre. Parce que Al Green, Love and Happiness, quoi de mieux que de l'amour et du bonheur quoi. De la nourriture. Après, chacun ses tropismes. Mais qu'est-ce que tu trouves dans la nourriture ? De l'amour et du bonheur. Pour terminer, tu as choisi Stevie Wonder. J'ose à peine te demander de justifier le fait d'avoir choisi Stevie Wonder. Stevie Wonder, c'est... Il y avait un moment, je disais que c'était carrément ma religion, quoi, parce que j'ai grandi dans une famille athée. Et du coup, parfois, on a besoin quand même de trouver une certaine foi, une certaine religion. Et moi, c'était Stevie Wonder qui m'a... En plus, il a des textes assez vraiment engagés et qui sont très positifs et en même temps qui sont politiquement... Enfin, ce mec-là fait beaucoup aussi pour la cause afro-américaine. Du coup, j'aimais bien toute sa musique. Et c'est inspirant de voir aussi une musique qui est aussi complexe, jazzy, et qui, en même temps, à l'oreille, sonne simple. Et j'aime bien ça. Merci 1000 fois d'être passé par ce studio. Et je rappelle donc qu'on te verra dans les salles ce mercredi dans Le Domaine de Giovanni Aloi. Le Domaine. Merci.
Encore. J'ai donné un mauvais titre, c'est ça? Non, je répétais bêtement. Tu sais, comme les perroquets. Tu veux qu'on refasse tout en doublé? Le domaine de Giovanni Alois. Le domaine de Giovanni Alois. Dans les salles. Voilà. Mercredi. C'est la fin du score. C'est la fin du score. Et il est 20h, on retrouve David Bloh et le Nova Club. Flemme. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.